Constantinople début 1071. Les rues de la capitale byzantine bruissent de rumeurs inquiétantes. Des marchands arméniens racontent l'horreur des raids turcs qui dévastent l'Anatolie orientale. Des soldats blessés reviennent avec des récits terrifiants de cavaliers surgis de nulle part, tirant leurs flèches avant de disparaître comme des fantômes. L'Empire romain d'Orient, héritier glorieux de Rome, vit ses heures les plus sombres depuis des décennies. Pourtant, à peine 30 ans plus tôt, Byzance dominait encore la Méditerranée orientale. L'empereur Basile II, surnommé le Bulgaroctone, avait reconquis des territoires immenses et ramené l'Empire à son apogée. Mais sa mort, en 1025, avait ouvert une ère de chaos politique. Sans héritier direct, le trône était devenu l'objet de luttes acharnées entre familles aristocratiques. Les Doukas, les Comnènes, les Diogènes, chaque clan voulait placer son champion sur le trône impérial. Ces rivalités minaient l'Empire de l'intérieur, alors que les dangers s'accumulaient à ses frontières. Car l'Empire byzantin était attaqué de toutes parts. À l'ouest, les Normands ravageaient l'Italie du Sud, arrachant une à une les dernières possessions byzantines. Au nord, les Petchénègues franchissaient le Danube et pillaient les Balkans. Mais c'était à l'est que la menace la plus redoutable se profilait. Les Turcs seldjoukides, un peuple de guerriers nomades venus des steppes d'Asie centrale, déferlaient sur l'Anatolie avec une force dévastatrice. Ces Turcs n'étaient pas des barbares ordinaires. Ils avaient reconquis la Perse, soumis Bagdad et imposé leur autorité sur le califat abbasside. Leur sultan, Alp-Arslan, dont le nom signifiait lion héroïque, incarnait la nouvelle puissance musulmane. Contrairement aux Arabes que Byzance avait combattus pendant des siècles, les Turcs pratiquaient une forme de guerre totalement différente. Ils étaient tous cavaliers, armés d'arcs composites d'une portée redoutable. Ils ne cherchaient pas l'affrontement direct. Ils harcelaient, esquivaient, simulaient la fuite pour mieux tendre des pièges. Face à cette tactique, les lourdes formations byzantines se révélaient impuissantes. Depuis les années 1050, les raids turcs se multipliaient en Anatolie. Les Turcomans, ces tribus nomades qui précédaient l'armée régulière seldjoukide, pillaient les campagnes, réduisant en esclavage des milliers de chrétiens. En 1054, ils avaient même tenté de prendre Manzikert, une forteresse stratégique près du lac de Van, mais avaient été repoussés par une garnison de mercenaires francs. Cette victoire n'avait été qu'un répit. Année après année, la pression turque s'intensifiait. En 1067, ils s'emparaient de Césarée, la plus grande ville d'Anatolie centrale. Cette chute avait provoqué une onde de choc à Constantinople. L'empereur Constantin X Doukas, davantage amateur de théologie que de stratégie militaire, avait gravement affaibli l'armée byzantine. Par souci d'économie, il avait réduit les effectifs, supprimé des unités entières, négligé l'entretien des forteresses frontalières. Cette politique désastreuse avait laissé l'Anatolie presque sans défense. Quand Constantin mourut en mai 1067, l'Empire se retrouva dans une situation critique. Sa veuve, Eudoxie Macrembolitissa, hérita de la régence pour leur jeune fils Michel VII, alors âgé de 19 ans. Mais le jeune homme n'avait aucune envie de régner. Studieux et pieux, il préférait ses manuscrits aux affaires d'État. Eudoxie comprit que l'Empire avait besoin d'un empereur militaire, un homme capable de repousser les Turcs et de restaurer l'autorité byzantine. Elle porta son choix sur Romain Diogène, un général d'origine cappadocienne issu d'une puissante famille de l'aristocratie militaire. Romain avait tout du chef de guerre accompli. À 40 ans, c'était un homme robuste, courageux, habitué aux campagnes difficiles. Il avait servi comme duc de Serdica dans les Balkans, où il s'était illustré contre les Petchénègues. Son seul défaut, il avait participé à un complot contre l'empereur précédent et avait été condamné à mort. Mais sa sentence avait été commuée en exil. Pour épouser Romain, Eudoxie dut violer le serment qu'elle avait prêté sur son lit de mort à Constantin X. L'empereur mourant avait exigé qu'elle promette de ne jamais se remarier, craignant qu'un nouveau mari n'écarte ses fils du pouvoir. Mais face à l'urgence de la situation, le patriarche Jean VIII Ziphilain accepta de délier l'impératrice de son serment. Le Sénat donna son accord. Le 1er janvier 1068, Romain Diogène épousa Eudoxie et fut couronné empereur sous le nom de Romain IV. Il promit solennellement de protéger les droits des jeunes princes Doukas. Presque tout le monde accepta cette solution pragmatique. Presque. Jean Doukas, frère de Constantin X et oncle de Michel VII, voyait dans ce mariage une menace mortelle pour sa famille. Cet homme rusé et ambitieux comprit que si Romain consolidait son pouvoir, la dynastie Doukas serait définitivement écartée. Il décida de saboter l'empereur par tous les moyens possibles.
Cette inimitié sourde allait avoir des conséquences tragiques. Romain IV ne perdit pas de temps. Dès le printemps 1068, il lança sa première campagne contre les Turcs. Il recruta massivement, reconstitua les effectifs des thèmes, ces divisions militaires régionales qui constituaient l'épine dorsale de l'armée byzantine. Il renforça les garnisons frontalières, fit réparer les forteresses, réorganisa la logistique. Mais l'armée qu'il rassembla n'avait plus grand-chose à voir avec les légendaires légions de Basile II. Byzance devait désormais recourir massivement aux mercenaires. Dans les rangs de Romains marchaient des Normands, ces redoutables guerriers venus d'Italie. Des Péchénègues, cavaliers nomades récemment soumis, des Francs lourdement armés. Des Arméniens, excellents archers, et même des Turcs, des Coumans qui servaient contre rémunération. Cette armée cosmopolite posait de sérieux problèmes de cohésion. Les différentes nationalités se méfiaient les unes des autres. Les mercenaires n'obéissaient que tant qu'on les payait. Pire encore, certains n'hésitaient pas à piller les populations civiles byzantines. Lors de sa première campagne, Romain progressa en Cilicie et en Syrie. Il assiégea plusieurs forteresses turques, remporta quelques succès tactiques, mais rien de décisif. Les Turcs évitèrent la bataille rangée. Ils se dérobaient, revenaient harceler les Byzantins, attaquaient leurs convois de ravitaillement. Cette guerre d'usure épuisait les troupes impériales sans déboucher sur une victoire claire. Néanmoins, Romain rentra à Constantinople, la tête haute. Il avait montré qu'il était capable de porter la guerre en territoire ennemi. Le moral remontait. En 1069, il repartit en campagne. Cette fois, il poussa plus profondément en territoire seldjoukide. Il infligea plusieurs défaites aux Turcomans, dégagea certaines forteresses assiégées, rétablit temporairement la domination byzantine sur quelques régions perdues. Mais ses gains restaient fragiles. Dès que l'armée impériale se retirait, les raids turcs reprenaient de plus belle. Romain comprenait qu'il fallait frapper un grand coup, infliger aux Seldjoukides une défaite si écrasante qu'elle les dissuaderait de poursuivre leurs incursions. Pendant ce temps, le sultan Alp Arslan poursuivait ses propres objectifs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne cherchait pas particulièrement à conquérir l'Anatolie byzantine. Son véritable ennemi était le califat fatimide du Caire. Les Fatimides étaient chiites, tandis qu'Alp Arslan se posait en défenseur du sunnisme orthodoxe représenté par le calife abbasside de Bagdad. Le sultan voulait étendre son empire vers le sud, vers l'Égypte et la Syrie. L'Anatolie byzantine n'était pour lui qu'un théâtre secondaire, laissé aux pillards turcomans. En février 1071, Romain envoya une ambassade à Alp Arslan. Il proposa de renouveler la trêve conclue 2 ans plus tôt. Le sultan accepta. Selon les termes de l'accord, Manzikert serait restitué aux Byzantins en échange de la forteresse de Hiérapolis en Syrie. Alp Arslan leva immédiatement le siège d'Édesse et marcha vers le sud pour attaquer Alep, possession fatimide. Le sultan ne voulait pas d'une guerre de grande envergure contre Byzance. Il avait des objectifs plus importants. Mais cette trêve n'était qu'un piège diplomatique tendu par Romain. En convainquant Alp Arslan qu'il désirait la paix, l'empereur gagnait le temps nécessaire pour préparer une offensive massive. Pendant que le sultan guerroyait en Syrie, Romain rassemblait la plus grande armée jamais réunie depuis des décennies. Il comptait reprendre par surprise toutes les positions perdues en Arménie, avant que les Seldjoukides n'aient le temps de réagir. Durant l'hiver 1070-1071, Constantinople devint une immense fourmilière militaire. Des contingents affluaient de toutes les provinces. Les tagmatas d'Orient et d'Occident, les unités d'élite de l'armée professionnelle, furent immobilisées. Les thèmes d'Asie mineure envoyèrent leurs milices paysannes. Des mercenaires arrivèrent de toute la Méditerranée. Roussel de Bailleul, un chef normand ambitieux, rejoignit l'expédition avec plusieurs centaines de cavaliers. Les sources parlent d'une armée de 60 000 à 70 000 hommes, un chiffre colossal pour l'époque. Au printemps, cette immense force se mit en marche. Romain traversa le Bosphore et progressa vers l'est à travers l'Anatolie. Il passa par Sébasteia, l'actuelle Sivas. La marche ne fut pas de tout repos. Les mercenaires normands pillèrent les villages qu'ils traversaient, volant et violant les populations chrétiennes censées être leurs alliés. Romain dut punir sévèrement plusieurs coupables pour rétablir la discipline. En juin, l'armée atteignit Théodosiopolis, l'actuelle Erzurum, près de la frontière arménienne. À Théodosiopolis, Romain réorganisa ses forces. Il ordonna aux hommes de se munir de provisions pour 2 mois de campagne. Les régions plus à l'est avaient été tellement ravagées par les raids turcs qu'on ne pourrait y trouver de quoi nourrir une armée. C'est là qu'il commit sa première erreur stratégique majeure. Ses généraux étaient divisés sur la conduite des opérations.
Certains, dont Nicéphore Brienne, suggéraient d'attendre et de fortifier les positions. D'autres voulaient foncer vers l'avant pour surprendre Alp Arslan avant qu'il ne revienne de Syrie. Romain trancha pour l'offensive. Pire encore, il décida de diviser son armée en 2 corps. Il envoya environ 1/3 de ses meilleures troupes vers le nord, sous le commandement du stratège Joseph Tarchagnotes et du mercenaire normand Roussel de Bailleul. Leur mission était de sécuriser la région entre Théodosiopolis et Trébizonde. Cette division affaiblissait considérablement la force principale au moment où elle s'apprêtait à affronter les Seldjoukides. Certaines sources suggèrent que cette séparation n'était pas accidentelle, mais résultait d'une trahison orchestrée par les Doukas. Avec le reste de l'armée, Romain marcha vers Manzikert. La forteresse était tombée aux mains des Turcs au début de l'année malgré la trêve. L'empereur voulait la reprendre rapidement. Fin juillet, il arriva devant les murs de Manzikert. La garnison turque, surprise et en infériorité numérique, capitula presque sans combattre. Romain reprit la ville sans difficulté. Cette victoire facile lui donna une confiance excessive. Pendant ce temps, au sud, Alp Arslan avait abandonné le siège d'Alep. Il venait de recevoir une 2e ambassade byzantine, celle-ci beaucoup moins conciliante que la première. Romain, enhardi par ses succès, exigeait maintenant la restitution immédiate de toutes les forteresses prises en Arménie, menaçant de faire la guerre si ses demandes n'étaient pas satisfaites. Le sultan comprit qu'il avait été dupé. La trêve n'avait été qu'un stratagème pour gagner du temps. Furieux, il fit demi-tour et marcha vers le nord avec son armée pour affronter les Byzantins. Après avoir repris Manzikert, Romain commit une nouvelle erreur. Au lieu de consolider sa position et d'attendre le retour du détachement de Tarchagnotes, il décida de poursuivre son offensive. Il voulait profiter de son élan pour s'emparer de la forteresse de Kliat, sur la rive nord du lac de Van. Il pensait qu'Alp Arslan était encore loin, occupé en Syrie. Il se trompait lourdement. Le sultan remontait à marche forcée vers l'Arménie avec environ 30 000 cavaliers, la moitié seulement des effectifs byzantins. Mais ces hommes étaient tous des guerriers professionnels, rompus aux tactiques de la steppe. Alp Arslan était accompagné de son vizir Nizam al-Mulk, un brillant administrateur persan qui avait organisé l'État seldjoukide avec une efficacité redoutable. Le sultan pouvait s'appuyer sur une logistique solide, un système fiscal qui permettait de payer régulièrement les troupes, une administration centralisée. Quand Alp Arslan apprit que l'armée byzantine s'était divisée, il dut difficilement contenir sa joie. Romain venait de commettre l'erreur fatale que tout commandant turc espérait de ses adversaires. Le sultan lança immédiatement ses éclaireurs pour harceler les Byzantins. Des nuées de cavaliers turcs commencèrent à apparaître autour de l'armée impériale. Ils attaquaient les convois de ravitaillement, abattaient les traînards, lançaient des raids même la nuit pour empêcher les soldats de dormir. Cette guerre d'usure nerveuse sapait le moral des troupes. Romain se rendit compte trop tard du danger. Il était tombé dans un piège. Son armée, épuisée par des semaines de marche, se retrouvait isolée en territoire hostile, harcelée de toutes parts par un ennemi insaisissable. Les désertions commencèrent. Des contingents turcs, au service de Byzance, des Koumans et des Oghuz, firent défection et rejoignirent les rangs d'Alp Arslan. Le climat de méfiance s'aggrava. Les Byzantins se demandaient qui allait trahir ensuite. Curieusement, le sultan ne semblait pas pressé de livrer bataille. Ses messagers approchèrent le camp byzantin sous bannière de trêve. Alp Arslan proposait la paix. Il offrait de se retirer si Romain renonçait à ses conquêtes en Arménie. Cette proposition n'était pas pure générosité. Le sultan redoutait un affrontement frontal contre une armée byzantine encore nombreuse et organisée. Les batailles rangées n'étaient pas l'idéal des Turcs qui préféraient l'usure et les embuscades. Mais Romain refusa tout compromis. Il avait besoin de cette victoire, pas seulement pour repousser les Turcs, mais pour légitimer son règne contesté. À Constantinople, les Doukas attendirent le moindre faux pas pour le renverser. Une retraite aurait été perçue comme une humiliation. L'empereur devait rentrer victorieux ou ne pas rentrer du tout. Il rejeta donc les propositions de paix. La bataille devenait inévitable. Le 25 août 1071, les deux armées se firent face dans la plaine près de Manzikert. Romain disposa ses troupes selon la formation classique byzantine. Au centre, sous son commandement direct, les meilleurs régiments, les Straelati, les Kolai, les Teria, ces unités d'élite qui formaient le cœur de l'armée impériale. À l'aile droite, les contingents arméniens et géorgiens, excellents combattants mais de loyauté incertaine. À l'aile gauche, les mercenaires occidentaux, normands et francs, lourdement armés. À l'arrière-garde, un corps de réserve commandé par Andronik Doukas, neveu de Jean Doukas et membre de la famille rivale de l'empereur.
Cette arrière-garde constituait le talon d'Achille du dispositif. Andronic Duca détestait Romain. Il ne voulait rien de plus que sa défaite et sa chute. Mais personne ne pouvait imaginer qu'il irait jusqu'à trahir en pleine bataille, condamnant des dizaines de milliers de soldats byzantins. Face aux Byzantins, Alp Arslan avait déployé ses forces en croissant. Au centre, un corps relativement faible, qui avait pour mission de harceler l'ennemi et de simuler la retraite. Sur les ailes, les meilleurs cavaliers turcs, commandés par le sultan en personne. C'était la tactique classique de la steppe, utilisée depuis Attila, attirer l'adversaire vers l'avant en feignant la panique, puis l'encercler avec les ailes pendant qu'il poursuivait le centre en déroute. Selon la tradition, avant la bataille, Alp Arslan revêtit un linceul blanc. Il déclara à ses hommes que s'il mourait ce jour-là, ce vêtement servirait à l'ensevelir. S'il survivait, il le porterait en souvenir de cette journée. Ce geste théâtral galvanisa les Turcs. Leur sultan était prêt à mourir avec eux. Le matin du 26 août, Romain donna l'ordre d'attaquer. Il voulait en finir. L'armée byzantine s'ébranla dans un grondement de métal. Les tambours rythmèrent la marche. Les bannières impériales flottaient au vent. Les soldats scandèrent le nom de l'empereur. C'était un spectacle impressionnant. 60 000 hommes avançant en ordre serré, une véritable forteresse mobile. Les archers turcs commencèrent à les cribler de flèches. Mais la portée de leurs arcs était supérieure à celle des Byzantins. Ils pouvaient tirer tout en restant hors d'atteinte. Les flèches pleuvaient sur les rangs impériaux. Les boucliers les arrêtaient en partie, mais les pertes commençaient à s'accumuler. Des hommes tombaient, blessés ou morts. Les rangs se resserraient autour des brèches. Romain ordonna une charge frontale pour briser le harcèlement. La cavalerie lourde byzantine s'élança. Les cataphractes, ces cavaliers entièrement bardés d'armure, déferlèrent vers le centre turc. Ils ressemblaient à des murailles d'acier en mouvement. Face à eux, les cavaliers turcs firent exactement ce qu'Alp Arslan attendait d'eux. Ils tournèrent bride et s'enfuirent. C'était un piège, mais dans le chaos de la bataille, les Byzantins crurent à une vraie déroute. Emportés par leur élan, ils poursuivirent les fuyards. Les rangs se distendirent. L'ordre commença à se désintégrer. La cohésion, cette qualité essentielle qui faisait la force des formations byzantines, se désagrégea peu à peu. Les soldats se dispersaient pour poursuivre l'ennemi apparemment vaincu. C'est à ce moment que le piège se referma. Les ailes turques, jusqu'alors tenues en réserve, se refermèrent sur les flancs byzantins comme les mâchoires d'une tenaille. Des milliers de cavaliers jaillirent de part et d'autre, encerclant les poursuivants. Soudain, les Byzantins réalisèrent leur erreur. Ils n'avaient pas mis les Turcs en fuite. Ils étaient tombés dans une embuscade soigneusement préparée. Le centre turc fit volte-face et contre-attaqua. Les Byzantins se retrouvèrent pris en tenaille. Les flèches tombaient maintenant de toutes les directions. Les charges de cavalerie turque frappaient les flancs exposés. La confusion s'installa. Les différentes nationalités de l'armée byzantine ne comprenaient plus les ordres. Certaines unités combattaient, d'autres cherchaient à se replier. La cohésion tactique s'effondrait. C'est alors que survint la catastrophe qui transforma une défaite en désastre. Andronic Doukas, qui commandait l'arrière-garde byzantine, commit l'acte de trahison le plus vil de l'histoire byzantine. Voyant que la bataille tournait mal, il décida que le moment était venu de se débarrasser de Romain. Au lieu de lancer ses troupes fraîches pour secourir l'empereur encerclé, il ordonna la retraite. Il fit demi-tour et quitta le champ de bataille avec toute l'arrière-garde. Ce mouvement provoqua la panique générale. Les soldats, qui voyaient l'arrière-garde se retirer, crurent que la bataille était perdue. Le mot se répandit comme une traînée de poudre. L'empereur est mort, sauf qui peut. Les lignes byzantines se disloquèrent complètement. Ce qui avait été une armée organisée devint une foule désordonnée cherchant à fuir. Les mercenaires occidentaux furent parmi les premiers à rompre. Les contingents arméniens tentèrent de se replier en bon ordre, mais furent submergés. Les milices paysannes des Thèmes s'enfuirent dans toutes les directions. Seul le centre tint bon. Romain IV, entouré de ses gardes les plus fidèles et des régiments d'élite, continuait à se battre avec un courage désespéré. L'empereur lui-même combattait au premier rang, l'épée à la main. Autour de lui, les Straelati et les Cholai formaient un dernier carré qui résistait aux assauts répétés des Turcs. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils refusaient d'abandonner leur basileus. Le combat continua jusqu'au coucher du soleil. Dans la lumière déclinante, ce qui restait de la garde impériale menait sa dernière bataille. Un à un, les défenseurs tombaient sous les flèches et les sabres turcs. Le cercle se rétrécissait inexorablement. Romain lui-même était blessé à plusieurs reprises, mais il refusait de se rendre. Finalement, alors que la nuit tombait, l'empereur fut désarçonné. Son cheval fut tué sous lui. Épuisé, blessé, il continuait à se battre à pied.
C'est alors qu'un soldat turc le reconnut à la richesse de son armure. Des guerriers seldjoukides se jetèrent sur lui, le maîtrisèrent, le désarmèrent. Romain IV Diogène, basileus des Romains, empereur de Byzance, successeur de Constantin et d'Auguste, était fait prisonnier. Quand on amena Romain devant Alp Arslan, le sultan ne croyait pas ses yeux. L'homme qui se tenait devant lui, le visage tuméfié, les vêtements déchirés, couverts de poussière et de sang, était vraiment l'empereur de Byzance. C'était la première fois dans l'histoire qu'un empereur byzantin tombait vivant aux mains d'un commandant musulman. Depuis Valère, capturé par les Perses au IIIe siècle, aucun empereur romain n'avait connu pareille humiliation. Selon la tradition rapportée par les chroniqueurs byzantins, Alp Arslan accomplit d'abord le rituel d'humiliation du vaincu. Il ordonna à Romain de s'agenouiller devant lui, puis posa son pied sur la nuque de l'empereur. Ce geste symbolique marquait la soumission totale du prisonnier. Dans le monde musulman, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le puissant empire byzantin, terreur de l'islam pendant des siècles, venait d'être vaincu. Son empereur gisait, humilié, sous le pied du sultan turc. Mais une fois ce rite accompli, Alp Arslan releva Romain et le traita avec une courtoisie remarquable. Le sultan était un homme cultivé, conscient de l'importance de la magnanimité en politique. Il fit soigner les blessures de l'empereur, lui donna des vêtements propres, ordonna qu'on le traite avec les égards dus à son rang. Pendant 8 jours, Romain resta dans le camp seldjoukide, partageant même la table du sultan. Les sources musulmanes rapportent une conversation qui aurait eu lieu entre les deux souverains. Alp Arslan aurait demandé à Romain « Que m'aurais-tu fait si tu m'avais capturé ?» L'empereur aurait répondu avec franchise « Je t'aurais fait fouetter publiquement, puis promener dans les rues de Constantinople avant de t'emprisonner. » Le sultan aurait alors répliqué « Mon châtiment sera plus sévère. Je vais te pardonner et te renvoyer libre. » Cette magnanimité n'était pas pure bonté. Alp Arslan était un politicien avisé. Il savait qu'il ne pouvait pas conquérir l'empire byzantin dans son ensemble. Son véritable objectif restait l'Égypte fatimide. En traitant bien Romain, il espérait négocier une paix durable avec Byzance. De plus, un empereur humilié mais reconnaissant pourrait devenir un allié utile. Les négociations s'engagèrent. Le traité qui fut conclu prévoyait les conditions suivantes. Romain devait payer une rançon de 10 millions de pièces d'or, une somme colossale qui représentait plusieurs années de revenus impériaux. Il devait céder plusieurs forteresses en Arménie. Il promettait une alliance militaire. En cas de guerre entre les Seldjoukides et les Fatimides, Byzance enverrait des troupes pour aider le sultan. Enfin, Romain acceptait de libérer tous les prisonniers musulmans détenus dans l'Empire. Ces conditions, quoique dures, n'étaient pas catastrophiques. Byzance avait survécu à pire. L'Empire conservait l'essentiel de ses territoires. Les 10 millions de pièces d'or pouvaient être payées en plusieurs versements. Militairement, la défaite de Manzikert n'était pas irrémédiable. Les 3/4 de l'armée byzantine avaient survécu. Certes, les meilleures unités avaient été détruites, mais on pouvait reconstituer des forces. Le vrai désastre n'était pas militaire, il était politique. Après avoir signé le traité, Romain fut libéré. Alp Arslan lui donna même une escorte de soldats turcs pour le protéger pendant son voyage de retour. Le sultan fit preuve d'une générosité calculée, offrant à son prisonnier des présents somptueux. Il espérait sincèrement que Romain pourrait reprendre le pouvoir à Constantinople et honorer le traité. Mais c'était sous-estimer la perfidie des Doukas. Pendant que Romain négociait sa libération à Constantinople, ses ennemis s'étaient déjà emparés du pouvoir. Dès l'annonce de la défaite de Manzikert, Jean Doukas avait agi avec une rapidité implacable. Il avait convaincu le Sénat que Romain était mort ou irrémédiablement compromis. Le jeune Michel Sept, le beau-fils de Romain, fut proclamé seul empereur. L'impératrice Eudoxie fut arrêtée et exilée dans un monastère. Les partisans de Romain furent écartés des postes clés. Quand Romain approcha de Constantinople en octobre 1071, il découvrit qu'il n'était plus empereur. Les portes de la capitale lui furent fermées. Il tenta de rallier des troupes en Anatolie, espérant reprendre son trône par la force. Pendant plusieurs mois, l'Empire sombra dans la guerre civile, mais Romain ne disposait plus des moyens de l'emporter. Andronic Doukas, le traître de Manzikert, commandait les armées impériales. Il affronta son ancien souverain et le vainquit. Romain fut capturé. Michel Sept, manipulé par son oncle Jean, ordonna qu'on lui crève les yeux. C'était la punition traditionnelle pour les usurpateurs vaincus. Les bourreaux accomplirent leur tâche avec une cruauté calculée. Ils utilisèrent des fers rouges, détruisant complètement les globes oculaires. Romain fut laissé aveugle, souffrant d'infections terribles. On l'exila sur une île désolée. Là, sans soins médicaux, les blessures s'infectèrent. La gangrène se développa.
Quelques mois plus tard, le 4 août 1072, Romain IV Diogène mourut dans d'atroces souffrances. Il avait 42 ans. La mort de Romain marqua le début du véritable désastre. La bataille de Manzikert en elle-même n'avait pas détruit l'Empire byzantin. Mais les guerres civiles qui suivirent, l'incapacité du nouveau régime à défendre les frontières, la trahison et l'incompétence des dirigeants, tout cela transforma une défaite militaire en catastrophe historique. Le traité signé par Romain avec Alp Arslan devint caduc. Michel VII et les Doukas refusèrent de l'honorer. Ils ne payèrent pas la rançon, ne cédèrent pas les forteresses promises. Pire, ils prétendirent que Romain n'avait eu aucune autorité pour négocier. Ce manquement diplomatique donna aux Seldjoukides le prétexte parfait pour reprendre leur raid. Le sultan, qui avait fait preuve de magnanimité, se sentit trahi. Les Turcs n'étaient plus liés par aucun engagement. Pendant ce temps, Constantinople était paralysée par les luttes de factions. Michel VII se révéla un empereur désastreux. Faible, indécis, plus intéressé par la philosophie que par la gouvernance, il laissa son oncle Jean Doukas diriger à sa place. Mais Jean n'avait aucune compétence militaire. Il avait été brillant pour comploter et prendre le pouvoir. Il était incapable de défendre l'Empire. L'armée byzantine se décomposa rapidement. Les soldats professionnels qui avaient survécu à Manzikert n'étaient pas payés. Beaucoup désertèrent. Les thèmes, ces divisions militaires régionales, ne furent pas reconstituées. Les fortifications frontalières tombèrent en ruine. Au lieu de reconstruire les défenses orientales, le régime des Doukas dilapidait les ressources dans des guerres civiles fratricides, car les rébellions se multipliaient. Des généraux ambitieux tentaient de s'emparer du trône. En 1073, Roussel de Bailleul, le mercenaire normand qui avait participé à la campagne de Manzikert, se révolta en Anatolie. Il créa un État indépendant, menaçant Constantinople elle-même. Michel VII dut payer des mercenaires turcs pour le combattre. Quelle ironie! Byzance devait désormais engager des Turcs pour combattre d'autres Turcs qui s'installaient sur son territoire. En 1077, Nicéphore Botaniates, un général, se proclama empereur et marcha sur la capitale. Michel VII, dépassé par les événements, abdiqua et se retira dans un monastère. Botaniates prit le pouvoir, mais il était aussi incapable que son prédécesseur. Ces rébellions successives mobilisaient des ressources considérables, détournaient les armées de la défense des frontières, créaient un climat de chaos permanent. Pendant ce temps, les Turcs affluaient en Anatolie. Ce n'étaient pas seulement des raids militaires, des tribus entières, avec leurs familles, leurs troupeaux, traversaient les frontières byzantines, désormais sans défense. Ils s'installaient sur les terres abandonnées par les paysans grecs en fuite. Les villes tombaient une à une. Nicée tomba en 1078, Ankara en 1073, Konya en 1076. En 1080, un chef turcomane nommé Sulayman ibn Kutlumush créa le sultanat de Roum, Rome en turc, avec Nicée pour capitale. Le cœur historique de l'Anatolie byzantine devenait un État turc. Cette colonisation massive transforma profondément la région. L'Anatolie avait été le grenier de Byzance, le vivier où l'Empire recrutait ses meilleurs soldats. Les terres fertiles du plateau anatolien nourrissaient Constantinople. Les thèmes fournissaient des dizaines de milliers de soldats paysans. Tout cela disparut en une décennie. Les paysans grecs furent tués, réduits en esclavage ou forcés de fuir vers l'ouest. Les églises furent transformées en mosquées. Les monastères furent abandonnés. Une civilisation millénaire s'effaçait. Les conséquences économiques furent catastrophiques. Constantinople dépendit de plus en plus du blé importé d'Égypte et de Sicile, mais les revenus fiscaux s'effondraient avec la perte des provinces anatoliennes. L'Empire dut dévaluer sa monnaie, provoquant la première grande crise financière byzantine. Le solidus d'or, cette pièce qui avait symbolisé la stabilité monétaire pendant des siècles, perdit sa valeur. L'inflation s'envola, le commerce déclina. Ce n'est qu'en 1081 qu'un homme capable prit enfin le pouvoir. Alexis Comnène, membre d'une grande famille militaire, renversa Botaniates et se fit couronner empereur. Il était compétent, énergique, déterminé à sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais même lui ne put inverser la tendance. Quand il parvint à stabiliser la situation, les 3/4 de l'Anatolie étaient déjà perdus. Byzance était réduite à une bande côtière et à quelques forteresses isolées. Alexis comprit qu'il ne pourrait pas reconquérir l'Anatolie avec ses seules forces. Il se tourna vers l'Occident. En 1095, il envoya une ambassade au pape Urbain II demandant de l'aide contre les Turcs.
Cette demande fut l'une des causes du déclenchement de la première croisade. Le pape, voyant une opportunité de réunifier la chrétienté sous son autorité, prêcha la croisade à Clermont en novembre 1095. Des dizaines de milliers de chevaliers occidentaux prirent la croix et partirent libérer Jérusalem. Les croisades allaient temporairement arrêter l'expansion turque et même permettre à Byzance de reconquérir certaines régions côtières. Mais l'Anatolie centrale restait perdue. Les Seldjoukides avaient définitivement pris racine. Leur sultanat de Roum allait durer plus de 2 siècles, jusqu'à l'invasion mongole. Et même après l'effondrement des Seldjoukides, ce furent d'autres Turcs, les Ottomans, qui prirent leur relève. Pendant que Byzance agonisait dans les guerres civiles, Alp Arslan connut un destin plus rapide, mais tout aussi tragique. Sa victoire à Manzikert lui apporta une gloire immense dans le monde musulman. Les poètes chantèrent ses louanges. Les chroniqueurs célébrèrent sa bravoure. Il était devenu le héros qui avait humilié les Byzantins, ses ennemis ancestraux de l'islam. Son nom résonnait de Bagdad à Damas, mais le sultan n'eut guère le temps de savourer son triomphe. Quelques semaines après Manzikert, il dut retourner vers l'est. Son empire était attaqué sur sa frontière orientale par les Karakhanides, un autre peuple turc qui contrôlait la Transoxiane. Alp Arslan ne pouvait pas se permettre de perdre ses riches provinces d'Asie centrale. Il laissa donc l'Anatolie à ses lieutenants et aux bandes turcomanes et marcha vers l'Amou Daria. En novembre 1072, il assiégeait une forteresse karakhanide près de l'actuel Afghanistan. Le commandant de la place, un certain Youssef al-Khwarizmi, fut capturé. On l'amena devant le sultan. Selon les chroniques, Alp Arslan voulut l'humilier personnellement avant de le faire exécuter. Il s'approcha du prisonnier enchaîné et le frappa au visage avec son arc, mais Youssef parvint à se libérer de ses liens. Dans un dernier geste de désespoir, il saisit un poignard à la ceinture d'un garde et se jeta sur le sultan. Alp Arslan tenta de l'esquiver mais trébucha. Le poignard le frappa en pleine poitrine. Les gardes massacrèrent immédiatement l'assaillant, mais le mal était fait. La lame avait traversé l'armure et perforé le poumon du sultan. Alp Arslan mourut quelques heures plus tard, le 15 décembre 1072, à l'âge de 43 ans. Il avait régné moins de 10 ans. Sa mort prématurée choqua le monde musulman. Comment l'homme qui avait vaincu Byzance, ce guerrier invincible, pouvait-il mourir ainsi, tué par un prisonnier enchaîné? Certains y virent la punition divine pour son orgueil, mais le sultan avait pris ses précautions. Avant la bataille de Manzikert, il avait déjà désigné son fils Malik Shah comme héritier. La succession se fit sans heurts. Malik Shah se révéla un souverain encore plus capable que son père. Secondé par le brillant vizir Nizam al-Mulk, il porta l'empire seldjoukide à son apogée. Il conquit Damas, Alep, Jérusalem. Il poussa ses frontières jusqu'en Inde à l'est et jusqu'à la Méditerranée à l'ouest. Sous son règne, l'empire seldjoukide devint la plus grande puissance du monde musulman. Malik Shah continua l'œuvre de son père en Anatolie. Il encouragea l'installation des tribus turcomanes dans les terres conquises. Il créa des principautés, vassales, les beyliks, qui administraient les régions anatoliennes au nom du sultan. C'est sous son règne que l'islamisation de l'Anatolie devint irréversible. Les Grecs chrétiens devinrent minoritaires dans une région qui avait été le cœur de la chrétienté orientale. L'empire seldjoukide, cependant, ne survécut pas longtemps à Malik Shah. À sa mort, en 1092, l'empire se fragmenta en plusieurs sultanats rivaux. Les Seldjoukides de Perse, les Seldjoukides de Roum, les Seldjoukides de Syrie. Chacun suivit sa propre voie. Mais même divisés, les Turcs restèrent la force dominante au Proche-Orient. Ils résistèrent aux croisades, repoussèrent les Byzantins et finalement posèrent les fondations de l'Empire ottoman qui allait dominer la région pendant 6 siècles. Manzikert n'a pas détruit l'Empire byzantin d'un seul coup. Contrairement à ce que croient beaucoup, ce n'était pas une bataille apocalyptique où tout se joua en quelques heures. Militairement, Byzance aurait pu se remettre de cette défaite. L'Empire avait survécu à pire par le passé, mais c'étaient les conséquences politiques, la guerre civile, l'incapacité à reconstruire, les trahisons successives qui transformèrent la défaite en catastrophe. En ce sens, Manzikert ressemble à d'autres batailles historiques dont l'impact dépassa largement le résultat militaire immédiat, comme Adrianople en 378 qui ouvrit l'Empire romain aux Goths, comme Hastings en 1066 qui changea le destin de l'Angleterre.
Ce ne sont pas les batailles elles-mêmes qui sont décisives, mais ce qui se passe après. Pour les Turcs, Manzikert devint un mythe fondateur. Aujourd'hui encore, en Turquie, le 26 août est célébré comme le jour où les Turcs ont ouvert les portes de l'Anatolie. Des festivals massifs ont lieu à Malazgirt, le nom turc de Manzikert. Le président Erdogan a fait de 2071 le millénaire de la bataille, l'un de ses objectifs symboliques, le moment où la Turquie retrouvera sa grandeur passée. La mosquée de Samlika à Istanbul a des minarets de 107, 1 mètre de haut, référence directe à l'année 1071. Cette mémoire historique est compréhensible. Manzikert marqua vraiment le début de la présence turque en Anatolie. Avant 1071, les Turcs n'étaient que des raiders. Après, ils devinrent des colonisateurs qui transformèrent profondément l'identité de la région. L'Anatolie grecque et chrétienne devint progressivement la Turquie musulmane. Ce processus prit plusieurs siècles, mais Manzikert en fut l'étincelle. Pour Byzance, la bataille marqua le début d'un lent déclin qui dura 4 siècles. L'Empire ne retrouva jamais sa puissance d'avant 1071. Il perdit définitivement sa capacité à être une grande puissance militaire. Il devint de plus en plus dépendant des mercenaires occidentaux et des alliances diplomatiques. Les empereurs Comnène parvinrent à le stabiliser et même à récupérer certains territoires. Mais l'Empire ne fut plus jamais ce qu'il avait été. Les croisades, déclenchées en partie à cause de l'expansion turque consécutive à Manzikert, apportèrent autant de problèmes que de solutions. Les croisés se révélèrent des alliés peu fiables, parfois plus dangereux que les Turcs eux-mêmes. La 4e croisade de 1204 aboutit au sac de Constantinople par les croisés latins, une catastrophe pire que n'importe quelle défaite face aux Turcs. Byzance ne s'en remit jamais vraiment. Quand les Ottomans prirent finalement Constantinople en 1453, ils parachevèrent un processus commencé près de 4 siècles plus tôt. Le dernier empereur byzantin, Constantin XI, mourut en combattant sur les remparts de sa capitale, tout comme Romain IV avait combattu jusqu'au bout à Manzikert. L'Empire romain d'Orient, né de la division de l'Empire romain en 395, s'éteignait après plus de 1000 ans d'existence. Aujourd'hui, Malazgirt est une petite ville de l'est de la Turquie, près de la frontière avec l'Arménie et l'Iran. Des touristes viennent voir le site de la bataille, marqué par un modeste monument. Le lac de Van scintille sous le soleil. Les montagnes se dressent à l'horizon. Rien dans ce paysage paisible ne rappelle le carnage qui s'y déroula un jour d'août 1071. Mais l'héritage de cette journée est partout. La Turquie existe parce que des cavaliers turcs ont vaincu une armée byzantine ce jour-là. L'équilibre géopolitique du Proche-Orient a été remodelé. La frontière entre le monde chrétien et le monde musulman s'est déplacée de plusieurs centaines de kilomètres vers l'ouest. Les conséquences résonnent encore aujourd'hui dans les tensions entre la Turquie et la Grèce, dans les questions d'identité nationale, dans la mémoire collective des peuples de la région. Manzikert nous enseigne que l'histoire ne se joue pas seulement sur les champs de bataille. Les trahisons d'Andronik Doukas, l'incapacité politique de Michel Sept, la cupidité des Doukas qui préférèrent leurs ambitions familiales à la survie de l'Empire, tout cela compta autant, sinon plus, que la tactique d'Alp Arslan ou le courage de Romain IV. Les empires ne s'effondrent pas uniquement parce qu'ils sont vaincus militairement. Ils s'effondrent parce que leurs élites sont corrompues, divisées, incapables de mettre l'intérêt commun au-dessus de leur rivalité personnelle. L'histoire byzantine nous offre une leçon intemporelle sur la façon dont les grandes civilisations déclinent. Byzance ne tomba pas en un jour. Elle s'effrita lentement, minée par les conflits internes, affaiblie par l'incompétence de ses dirigeants, incapable de se réformer face aux nouveaux défis. Manzikert ne fut qu'un symptôme de cette décadence, pas sa cause. La cause était plus profonde, plus insidieuse, la perte de cette vertu civique qui fait qu'un peuple est prêt à se sacrifier pour le bien commun. Romain IV Diogène fut l'un des derniers empereurs byzantins à incarner cette vertu. Malgré ses erreurs stratégiques, malgré sa confiance excessive, il combattit jusqu'au bout. Il refusa d'abandonner ses soldats. Il préféra la captivité à la fuite. Et quand il revint de captivité pour trouver son trône usurpé, il tenta encore de le reconquérir, non par ambition personnelle, mais parce qu'il savait que seule une autorité forte pouvait sauver l'Empire. Sa tragédie fut de se heurter à des adversaires pour qui le pouvoir n'était qu'un instrument d'enrichissement personnel. En fin de compte, Manzikert reste dans les mémoires, non pas comme une bataille parmi d'autres, mais comme le moment où deux mondes se sont affrontés et où l'un a triomphé de l'autre. Le monde byzantin, héritier de Rome et de la Grèce antique,
porteur d'une civilisation millénaire, mais rongé par ses contradictions internes, et le monde turc, jeune, dynamique, porté par l'énergie des peuples de la steppe et la foi de l'islam conquérant. Le 26 août 1071, dans une plaine aride d'Arménie, le premier céda la place au second. Les chroniqueurs byzantins, qui écrivirent l'histoire de cette journée fatale, la décrivirent comme une catastrophe cosmique. Michel Psellos parla d'un désastre sans précédent. Nicéphore Brienne évoqua le jour où le soleil s'obscurcit sur l'Empire. Ces hommes avaient raison de percevoir que quelque chose de fondamental avait changé. Ils assistaient à la fin d'une ère. 8 siècles et demi plus tard, quand les historiens turcs commémorent Manzikert, ils célèbrent le début de leur ère. Pour eux, c'est le jour où l'Anatolie est devenue turque, le point de départ de la Turquie moderne. Deux mémoires opposées d'un même événement, l'une pleure une perte, l'autre célèbre une naissance. La vérité historique, comme souvent, est plus nuancée. Manzikert ne fut ni la fin du monde pour Byzance, ni le début de la Turquie. Ce fut un tournant, un moment où l'histoire aurait pu prendre une autre direction, mais ne l'a pas fait. Un moment où les décisions d'une poignée d'hommes, Romains, Alp Arslan, Andronic Doukas, Jean Doukas, ont façonné le destin de millions de personnes pour les siècles à venir. Et c'est peut-être cela, la vraie leçon de Manzikert. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Elle se fait au jour le jour, dans les choix que font les individus, dans leur courage ou leur lâcheté, dans leur vision ou leur aveuglement. En ce sens, nous sommes tous les héritiers de Manzikert, de ses grandeurs et de ses misères, de ses héros et de ses traîtres. Car l'histoire continue, et nous en sommes les acteurs.